Bonjour, donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc sur ce premier temps du Biodéchet Tour Occitanie 2025 qui est co-organisé par l'ADEME Occitanie et la région Occitanie. Donc les participants se connectent au fur et à mesure. Je vous informe que ce webinaire va être enregistré, donc il sera disponible en replay. Je tiens à remercier en tout premier lieu donc à nos partenaires régionaux, l'Ordeco, le RCCO, l'Adréal, FNE, donc qui interviennent sur ce webinaire, mais également tous les partenaires qui participent aux réflexions sur la programmation du Biodéchet Tour Occitanie. Donc voilà, beaucoup de partenaires sont consultés dans ce cadre-là et associés à ces réflexions. Et merci également à vous, donc aux participants et participantes. Merci pour votre fidélité et votre engouement. En témoigne aussi le nombre d'inscrits à ce webinaire. Donc, aujourd'hui, nous serons trois pour vous accompagner dans le cadre de ce webinaire, modérer les interventions. Lucille Stob pour l'ADEME, Léo Mathieu qui est alternant au sein de la région Occitanie et moi-même, donc Naïma Moncan, qui suis chargée de projet référente sur la thématique organique et biodéchets à la région Occitanie. Donc, avant de débuter ce webinaire, un petit rappel des bonnes pratiques et des règles du jeu. Donc, s'il vous plaît, on a fait le choix de laisser les micros ouverts pour ensuite faciliter les échanges. Mais si on n'intervient pas, veillez à ce que vos micros soient bien fermés pour le plus grand confort de nos intervenants et intervenantes. Coupez la caméra, voilà, si vous n'êtes pas en train de faire une présentation pour libérer un peu de bande passante. Vous pouvez poser donc vos questions à l'écrit dans le chat. On se chargera vraiment de pouvoir les retraduire ou de lever la main. Dans la partie réagir, vous avez une option lever la main sur la barre en bas de l'écran avant de prendre la parole. Et merci de prendre la parole pour faire des questions, des propositions ou des interventions constructives et synthétiques afin que nous puissions tenir les délais de cette réunion. Et vous rappelez maintenant vous présentez les objectifs de ce webinaire et le programme. Donc, ce webinaire, c'est l'occasion de faire le point de l'état d'avancement sur le déploiement du tri à la source des biodéchets à l'échelle de notre région. Donc, depuis un an, un peu plus d'un an de l'entrée en vigueur de l'obligation du tri à la source des biodéchets. Donc, c'est l'occasion de contextualiser tout le travail qui a été réalisé par les territoires, de vous partager de la donnée chiffrée. C'est un webinaire qui va pas être centré sur le retour d'expérience comme l'ont pu être toutes les visites et tous les temps d'échange que nous avions organisés en 2024, voilà, mais qui va être plus axé sur le partage de connaissances, des données voilà, tangibles. Vous verrez qu'il y a des différences aussi de méthodologie de la donnée. Hein. C'est un gros enjeu quand on travaille sur ces sujets. Et donc, nous vous proposons pour ce faire plusieurs temps d'intervention. Donc, premièrement, deux interventions dans une démarche, une approche un peu plus globale. Donc, une intervention de l'Ordeco, de Chloé Maïsano, qui est directrice de l'Ordeco sur le déploiement du tri à la source des biodéchets en Occitanie. Donc, qui s'appuie sur la méthodologie Ordeco, sur les enquêtes en fait collecte, hein, et dont le dernier jeu de données date de 2023. Donc, on est bien sur du reporting et de l'état des lieux. Ensuite, une intervention d'Olivier Bergemaillou, donc, qui est chargé de mission eau et déchets au sein de la DREAL Occitanie, qui nous présentera les résultats d'une enquête, de plusieurs enquêtes en fait menées par le ministère sur les freins au déploiement du tri à la source des biodéchets, donc avec une méthodologie aussi un petit peu différente de celle de l'Ordeco. Et donc là, on est plutôt sur des données un peu de prospective et de tendance. Et ensuite, Lucille, je te laisse la main pour présenter les deux autres interventions.
Oui, merci Naïma. En complément de cette approche globale, on aura deux temps d'intervention plutôt focus. Dans un premier temps, on aura Manuel Legionard, coordinateur du RCCO, qui va nous faire part des différentes solutions de prévention et de gestion de proximité suite à une étude qui a été réalisée en 2023 auprès des membres RCCO. Donc, toujours dans un objectif de faire un état des lieux. Et en complément de cette intervention, nous aurons Lydie Nomoza de la FNE Occitanie-Méditerranée avec une enquête grand public et une enquête au sein des établissements touristiques. Deux enquêtes qui ont été menées respectivement en 2024 et qui cherchent également à faire un état des lieux sur ces sujets-là de la filière. Une fois qu'on aura fini les éléments de focus, on vous présentera avec Léo et Naïma la boîte à outils Région Occitanie et ADEME que vous connaissez déjà, mais qui est toujours intéressante de reparcourir. Donc tous les éléments qu'on a mis à votre disposition pour pouvoir vous approprier ces sujets et continuer de déployer le tri à la source sur vos territoires, et également les actualités de l'intégralité du réseau, donc Biodéchets Tour, mais pas que, qui promet d'être très riche sur les mois à venir. Et peut-être vous préciser également pour les temps d'échange. Donc, on prévoit tout au long de ce webinaire 4 grands temps d'échange avec les participants. Donc, un temps d'échange suite aux 2 premières présentations Ordeco et Dreal. Ensuite, des temps d'échange après chaque focus et également un temps d'échange après la présentation de la boîte à outils. Voilà, pour que vous puissiez aussi repérer les espaces pour échanger. Donc, merci beaucoup de faire partie de ce webinaire et je laisse la main à Chloé. Chloé, est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Il faut juste que je retrouve ma souris, comme toujours. Donc, bonjour à tous. Je suis Chloé Mézano, je suis la directrice de l'Observatoire des déchets et l'économie circulaire en Occitanie. Donc, je remplace Sarah Lagoffin et c'est bien la présentation de Sarah Lagoffin qui vous est présentée là. Et c'est elle la spécialiste du sujet. Donc, j'espère que je ne vais rien oublier de tous les messages qu'elle a voulu vous transmettre. Et si j'ai oublié des choses, eh bien, vous m'en excuserez et vous reviendrez vers elle pour avoir des éléments supplémentaires. Je suis chargée de vous présenter les résultats de l'enquête que nous avons menée au premier semestre 2024. Donc, Lucille, tu peux avancer à la diapo suivante. C'est une enquête que nous menons pour ceux qui sont dans les collectivités. Vous connaissez l'enquête collecte que nous menons pour le compte de l'ADEME. Et dans ce cadre-là, au premier semestre, nous avons ajouté des questions spécifiques sur les biodéchets afin de répondre à des attentes à la fois du ministère, à la fois de l'ADEME, à la fois du RCCO avec qui nous collaborons puisque nous sommes membres du conseil d'administration. En fait, tout le monde avait des questions et on s'est dit que l'enquête collecte était le lieu approprié pour poser ces questions-là aux collectivités et ne pas les sursolliciter en cours d'année. Vous voyez la première information que Sarah a souhaité vous communiquer, donc c'est l'état d'avancement des études préalables au tri à la source des biodéchets. Donc, quel était l'état d'avancement des collectivités sur ce sujet finalement en 2023? On est bien sur les données 2023. Vous voyez que toutes les zones vertes sont des études déjà réalisées, ou vert clair en cours et jaune pâle en cours de lancement. Finalement, le territoire Occitanie est assez bien couvert par ces études en 2023, donc on pouvait imaginer que le début 2024 se profilait sur des actions de terrain. À notre connaissance, sur les EPCI qui n'avaient rien envisagé, on était seulement à 5% de population non couverte par ces études en 2023. Lucie, tu peux passer à la suivante. Une autre façon d'exploiter ces données, donc, ce sont des données qui ont été transmises au ministère et à l'ADEME, après retraitement par l'ADEME, bien entendu, puisqu'il y a toujours des redressements quand on compile au niveau national. Vous voyez que globalement, l'Occitanie, au 1er janvier 2024, on a les études et la mise en application pour nous, et c'est plutôt fait dans le courant de l'année 2024. Au 1er janvier 2024, l'Occitanie était à 33% couverte par une solution de tri à la source, ce qui est à peu près dans la moyenne. On vous rappelle que l'ADEME considère qu'environ 20% de la population composte sans utiliser une solution de compost proposée par la collectivité. Donc, on suppose qu'il y a déjà 20% de la population qui composte, mais
on ne peut pas additionner ce type d'informations. Tu peux passer à la suivante. Donc, autre enseignement de cette étude, vous voyez ici en zone assurée, on va dire, toutes les zones qui sont couvertes par du compostage collectif. Le fond jaune paille est le compostage individuel. Donc, même si on a des trous, ce sont les quelques collectivités qui n'ont pas répondu sur ces questions-là à l'enquête collecte. Le territoire est largement couvert sur le compostage individuel. Sur le compostage collectif, donc de proximité, vous voyez que l'Occitanie est bien avancée également. Et enfin, on a commencé à voir apparaître quelques collectes de biodéchets des ménages, des collectes séparées. Donc, on est sur les données 2023. C'est pourquoi nous ne voyons pas les collectes Tarn et Aveyron qui ont été déployées en 2024. Lucille, tu peux avancer, je pense. Alors, Sarah a voulu vous faire un focus sur la façon dont nous avons compté, oui, dont nous comptons ces éléments, puisqu'effectivement, Naïma a rappelé que la méthodologie est très importante et notamment les populations couvertes enfin, les populations utilisées pour calculer les ratios de couverture sont très importants. Et c'est vrai qu'au national, on a du mal à harmoniser ça. Donc, elle a voulu vous expliquer quelle méthode elle avait employée pour finalement produire ces chiffres sur le compostage individuel et vous verrez aussi sur le compostage collectif. Donc, sur le compostage individuel, elle a appliqué, pour estimer le nombre d'habitants concernés, elle a appliqué la méthode de l'arrêté du 7 juillet 2021. Mais c'est difficile d'appliquer cette méthode sur toutes les collectivités parce que parfois les collectivités utilisent une méthode différente et du coup on serait tenté d'afficher un chiffre qui est très différent. Donc on est obligé d'harmoniser et on est obligé parfois d'adapter notre façon de compter. Cela dit, le compostage individuel, c'est plus de 20 ans de déploiement sur la région. On est à 90% des EPCI d'Occitanie qui proposent ce type de solution. Sur les quantités détournées par le compostage individuel, vous voyez que sur les EPCI qui se sont tentés à estimer ce détournement, on passe du simple au x100. Donc, c'est pas évident de sortir un chiffre Occitanie harmonisé puisque chaque EPCI va estimer son propre détournement. Et là encore, vous voyez que les ratios utilisés sur les tonnages mis en composteur ne sont pas les mêmes. Chaque EPCI travaille avec ses propres ratios. Donc, quand il nous apporte une réponse, nous devons nous poser la question de quel ratio a été utilisé. Et enfin, elle vous a mis les estimations de l'ADEME concernant le compostage individuel. Vous voyez que la moyenne de détournement est environ 66 kg par habitant par an. Sur le compostage collectif, même élément méthodologique. Le compostage collectif a démarré il y a aussi une vingtaine d'années, mais par contre, on voit une accélération là depuis 2023 et en 2024, on commence à l'observer également. Donc, c'est une forte dynamique. On a également pour la population, pour estimer la population concernée par ce type de compostage, on a l'arrêté du 7 juillet 2021 nous explique également comment compter cette population. Et on a pour les quantités détournées, là aussi interrogé des collectivités d'Occitanie. Et encore une fois, c'est difficile d'appliquer un ratio à l'Occitanie puisque chaque EPCI nous a apporté des éléments différents. Donc là, on n'est pas sur du x100, mais on est quand même sur du x50. Donc c'est difficile de trouver un ratio applicable à toute l'Occitanie. Les éléments ADEME nous apportent cependant une information. On détournerait, la médiane de détournement est environ de 38 kg par an par habitant. Tu peux avancer, Lucille. D'autres enseignements des chiffres que nous avons collectés et exploités en 2024, donc toujours sur l'année 2023. Voici les collectes de déchets séparés des biodéchets. Donc, vous avez en rose et en vert les collectes historiques, donc plutôt dans l'est de la région.
Et vous avez en jaune les collectes qui ont démarré très récemment ou qui ont été déployées en 2024. Euh, et en assuré, on vous a précisé les collectes de restauration collective, donc les cantines, les restaurations gérées par les collectivités qui ont fait le choix de trier les biodéchets. Euh, En Tarn et Aveyron, nous avons deux unités qui ont émergé l'année dernière, qui permettent de trier finalement les sacs de biodéchets qui sont collectés chez l'habitant, et ce sont des tris par des sacs, des systèmes de sacs en couleur. Donc ce sont des sacs séparés. Le Tarn a déployé intégralement sur une année et l'Aveyron va déployer progressivement jusqu'en 2026 sur tout le territoire. Enfin, un focus sur les installations. Vous voyez que petit à petit, si on reprend les cartes des années passées, il y avait un peu moins de monde sur la carte. Aujourd'hui, nous avons quand même une pluralité d'acteurs. Sarah vous a indiqué également les installations qui sont en périphérie, puisque bien entendu qu'un département périphérique peut aller travailler avec une installation plus proche de son territoire, même si elle est sur une autre région. Nous voyons émerger beaucoup de projets sur des biodéconditionneurs qui ne sont pas forcément corrélés à des installations de traitement. Finalement, l'installation de biodéconditionnement se rapproche du centre urbain pour pouvoir ensuite envoyer des soupes et des préparations dans des installations de traitement, donc essentiellement des méthaniseurs, qui sont plus éloignés du centre urbain. Euh, et vous avez, alors qu'est-ce que j'ai repéré? Vous avez des unités de méthanisation qui, pour l'instant, ne prennent pas de biodéchets ménagers, mais qui ont l'agrément SPA3 et qui peut-être à l'avenir pourraient être susceptibles de prendre ce type de déchets si les collectes séparées se déployaient sur ces territoires. Donc je pense que sur la connaissance apportée par l'enquête que nous avons réalisée l'an passé, euh, on, on était au démarrage. Je pense qu'on va pouvoir compléter cette année, puisque l'enquête collecte est renouvelée tous les ans désormais. Nous allons maintenir ces questions sur les biodéchets et pouvoir analyser la progression finalement du territoire. En dernier lieu, je pense que Sarah vous a fait un focus sur le broyage de déchets verts. Pourquoi ce focus? C'est que nous avons connaissance de beaucoup de collectivités qui arrêtent la collecte de déchets verts en porte-à-porte et propose désormais le broyage de déchets verts à domicile. Donc vous voyez ici que euh, majoritairement en bleu et vert, ce sont les territoires qui proposaient déjà la solution de broyage. Euh, et en jaune, nous avons les collectivités qui vont la proposer, qui le déploient à partir de 2023-2024. Donc l'Occitanie sera relativement bien couverte par ces solutions et on voit petit à petit une régression de la collecte en porte-à-porte des déchets verts. J'espère que j'ai été assez complète. J'espère que je n'ai pas omis tous les sujets que Sarah voulait aborder. Mais de toute façon, nous sommes toujours à disposition. Si vous avez des questions, on peut compléter. Et bien entendu, vous aurez les présentations et les cartographies qui ont été présentées. Merci à tous. Merci beaucoup, Chloé. Je vous propose donc d'enchaîner sur la présentation de l'ADREAL et de se réserver un temps d'échange. Donc, autant pour revenir sur la présentation de l'Ordeco que sur celle de l'ADREAL juste après celle-ci. Donc, Olivier, je te laisse la parole. Merci Naïma. Donc, je suis Olivier Bergemaillou, je suis référent eaux déchets au département risque chronique de la direction risque industriel à l'Adréal Occitanie. Donc, je suis basé au siège à Toulouse. Donc, je vais vous présenter les résultats de l'étude qui a été menée par le ministère de la Transition écologique pour identifier les freins des EPCI pour la mise en place du tri à la source des biodéchets, à laquelle vous avez peut-être participé. Lui, c'est le type. Voilà. Le tri à la source des biodéchets à la mi-année 2024 s'est déployé, mais ne touchait pas encore l'ensemble des Français.
Si on reprend les données déclaratives de l'ADEME de juillet 2024, on estimait que 40% des citoyens français disposaient d'une solution de tri à la source des biodéchets. Et si on prend les données de l'enquête nationale 2023-2025 de l'ADEME sur la gestion domestique des biodéchets, on a 33% des citoyens français, euh, 33% des citoyens français considéraient l'absence de proposition de leur collectivité comme le frein principal au tri à la source des biodéchets. Tu peux passer, voilà. De ce fait, en septembre 2024, le ministère de la Transition écologique a donc décidé de réaliser une enquête pour identifier les freins au déploiement du tri à la source des biodéchets. Cette enquête a permis de rencontrer les EPCI qui sont les moins avancés en la matière afin de mieux comprendre les freins au déploiement de cette politique, de mieux cerner les difficultés rencontrées et les moyens de les résoudre. Merci. L'enquête, elle a été menée en prenant en compte les caractéristiques des EPCI, donc la taille, la catégorie, si rural, urbain, mixte, spécificité du territoire, la mode de gestion et de financement des déchets, et aussi la stratégie biodéchets mise en place. Donc, ça va être les ambitions visées, le mode de tri, le mode de collecte, le mode de traitement, de valorisation, la mise en œuvre et les résultats obtenus, les recours à des soutiens externes comme l'ADEME, les associations d'élus, les cabinets d'études. Tu peux passer celui-ci, merci. Du coup, cette enquête, elle a été menée entre le 18 et octobre au 25 novembre. Elle a concerné un panel de 395 PCI. Du coup, ils ont reçu 160 réponses, soit un taux de réponse de 40,5%. En parallèle de cette enquête, il y a eu des entretiens qualitatifs. Euh, Auprès de 20 EPCI, dont certains qui avaient un taux de couverture en solution de tri à la source des biodéchets inférieur à 10%, et d'autres avec des taux un peu plus avancés. Il y a eu aussi des entretiens avec l'ADEME, l'EDREAL, pardon, et des représentants d'associations. Si on compare les 160 EPCI qui ont répondu à cette enquête avec l'échantillon de base des 395 EPCI répartis sur le territoire, on constate que le taux de réponse est représentatif de la répartition des différents territoires du panel. Lucie, tu peux changer de diapo. Merci. Et le taux de réponse, il est aussi représentatif de la typologie d'habitat. Ces deux indicateurs sont intéressants puisqu'ils permettent de vérifier que les résultats de l'enquête ne soient pas biaisés. Donc, on n'a pas de ou de surreprésentabilité. Merci, Lucie. Donc, les résultats de l'enquête montrent que la majorité des EPCI sont conscients des obligations du tri à la source des biodéchets et déclarent en faire une priorité stratégique. Donc, vous avez dans le premier camembert, donc 99% des EPCI sont informés de l'obligation de mise en place du tri à la source des biodéchets. Au deuxième camembert, vous avez 83% des EPCI ont déclaré que les objectifs du PRPGD en termes de tri à la source étaient bien clairs pour eux. Et enfin, le dernier camembert, on a 87% des EPCI interrogés considèrent que la mise en place du TSB fait partie des priorités stratégiques. C'est lui. Dans le premier camembert, on constate que 92% des EPCI ayant répondu ont déclaré avoir mis en place le tri à la source des biodéchets. Dans le deuxième camembert, on s'aperçoit que sur les 8 personnes qui n'ont pas répondu à la question «Votre EPCI a-t-il mis en place des solutions de tri à la source des biodéchets?» 54% donc, envisagent de mettre en place le tri à la source des biodéchets dans les prochaines années. Ce schéma permet de comprendre que la majorité des EPCI interrogés ont bien avancé dans le déploiement du tri à la source des biodéchets, puisque le déploiement du tri à la source des biodéchets se situe surtout entre la phase expérimentation et la généralisation sur le territoire. Voilà, je passe la prochaine. Merci, Lucie.
Le compostage individuel et le compostage partagé sont largement représentés dans les solutions déployées. La collecte en point d'apport volontaire reste un horizon souhaité. Donc là, si on rentre un peu plus dans le détail des réponses obtenues, on a 97% des EPCI interrogés ont mis en place du compostage individuel et 24% sont à 100% en compostage individuel. Après, on a 56% des déclarants qui ont mis en place du compostage partagé. Les collectes en PAV et en porte-à-porte arrivent un peu plus loin, donc ils se partagent le reste du gâteau. Concernant les solutions envisagées pour le tri à la source des biodéchets, on constate que la collecte en point d'apport volontaire ressort devant le compostage partagé et le compostage individuel. Euh, oui, je voulais revenir. Oui, du coup, la collecte en porte-à-porte, on voit que 8% des EPCI qui ont répondu, euh, on voit que cette solution ne fait pas partie des solutions qui sont trop envisagées. Alors, dû certainement au coût de collecte derrière. Tu peux passer, Lucie, merci. Le compostage, c'est le mode de valorisation majoritairement retenu. Ensuite vient la méthanisation avec 25%. Certains des EPCI ont répondu l'alimentation animale, sauf que cette solution de valorisation, normalement, est interdite. Voilà. Tu peux passer. Merci. Outre les coûts de fonctionnement et les coûts d'investissement, les EPCI citent comme frein fort le manque d'intérêt des administrés, la crainte des effets sur la salubrité et le manque d'intérêt et la réticence des élus. Je peux passer à Lucie. Merci. Concernant la question sur la consultation des administrés au sujet du tri à la source des biodéchets, seuls 30% des EPCI ont consulté les administrés. On peut voir que le passage au tri à la source de biodéchets n'est pas une attente forte des administrés, avec 59%. Parmi les freins remontés par les administrés pour mettre en pratique le tri à la source des biodéchets, on a les craintes liées à la salubrité, avec 63%, les réticences sur les aspects pratiques, 62%, les désintérêts des administrés, 51%, et la méconnaissance des enjeux, avec 46%. On peut passer, Lucie. La communication et la maîtrise des coûts dans la durée sont les enjeux les plus fréquemment cités en cumul par les EPCI. Et on voit que pour la communication auprès des administrés, le chiffre de 86% montre bien que c'est un enjeu fort et qu'il est très révélateur de vos besoins. Merci, Lucie. Outre les besoins financiers, les EPCI remontent des besoins en termes d'appui à la communication, de renforcement de l'animation territoriale et d'ingénierie. À la question quels seraient les dispositifs susceptibles d'inciter votre PCI à entamer ou poursuivre le déploiement du tri à la source des biodéchets, les EPCI ont répondu les incitations financières à hauteur de 75%, mais surtout aussi une communication nationale sur le tri à la source des biodéchets à hauteur de 75% aussi, et ensuite une demande citoyenne à hauteur de 58%. Je peux passer à la dernière diapo du coup. Merci Lucie. En mettant en perspective l'enquête avec les entretiens conduits, 7 types de freins ressortent. L'intérêt à agir des élus. Donc, si l'élu ne s'empare pas du sujet, forcément, le PCI a du mal à se mobiliser sur le déploiement du tri à la source des biodéchets. Le cadre normatif autour du socle commun du compost. Donc là, cette réglementation, quand elle sortira, devrait aider à débloquer certains freins. Les compétences et l'accompagnement. Là, on remarque que les EPCI ont l'impression d'être seuls et ont un manque de compétences. Sur d'autres freins ressortent. Donc, le modèle économique. Là, on voit très bien que les EPCI ont besoin de finances, hein, et surtout de trouver un modèle économique pérenne.
Au niveau de la mise en œuvre opérationnelle, là aussi, les EPCI peuvent se heurter à des freins opérationnels. Ensuite, il y a le frein sur le débouché du compost. On n'a pas forcément une unité de valorisation à proximité. Et le dernier frein qui a été remonté est les relations avec les administrés. Voilà, j'en ai terminé sur ma présentation. Merci beaucoup, Olivier. Et vraiment, ces deux interventions illustrent bien les enjeux actuels hein, de la filière, donc qui est quand même en très bonne voie de structuration et toujours des enjeux de changement de comportement, d'accompagnement au changement de comportement, d'arriver à embarquer les élus et les décideurs. Donc, des outils existent. Manuel pourra reparler aussi des formations élus qui vont avoir lieu sur les prochains mois. Et donc, nous souhaitons vous inviter à poser vos questions, si vous en avez, sur ces deux présentations, soit par le chat, soit en levant la main. N'hésitez pas, on peut dédier entre 5 et 10 minutes pour ces questions. Je ne vois pas de réaction dans l'assistante. Merci. Les deux enquêtes sont très complémentaires. Donc, ça veut dire que les présentations étaient très claires. S'il n'y a pas d'intervention, en tout cas de souhait d'intervention, on va pouvoir passer à la suite. Et on va vous proposer un petit quiz pour introduire la présentation donc du réseau RCCO, donc Compost Citoyen Occitanie, et on va laisser la main. Donc on vous laisse peut-être scanner ce QR code pour avoir accès au klaxoon. Léo vient également de mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez vous connecter. Et Léo, je te laisse la main pour introduire ce petit quiz. Merci Naïma. Donc, comme Naïma vous l'a dit, voilà, vous pouvez vous connecter à notre quiz via le lien dans le chat ou bien via le QR code comme vous préférez. Donc, je précise que c'est pas une interrogation, hein, il n'y a rien à gagner non plus, hein, quel dommage. C'est simplement une manière un petit peu pour nous de dynamiser ce webinaire et aussi de voir un petit peu si ça peut vous poser question, ce qu'on va voir très brièvement dans ce quiz, hein. Je précise que il durera 5 minutes. Et si jamais d'autres questions vous viennent pendant le quiz, eh bien, ça tombe bien puisque la présentation du RCCO viendra juste après. Donc, je partage mon écran. Voilà. Donc, moi, je vais voir si... Oui, j'ai 17 participants. Je vois que ça arrive, ça arrive. Je vais vous laisser arriver. Moi, je vois que dans la salle, on est une soixantaine. Donc, je vais attendre un petit peu. Peut-être que certains sont allés prendre un café. Du coup, peut-être qu'ils m'entendent dire que là, on va faire un petit quiz. J'attends 30 secondes, voir un petit peu si on a plus de monde. Et après, on va pouvoir commencer. Donc, je précise, on va faire le quiz introductif du RCCO. Il y aura 3 questions. Voilà. Ouais, ça monte toujours un peu. Allez, je vais lancer. Pour celles et ceux qui sont là, vous allez donc recevoir la première question. On va la voir ensemble. Donc, première question, en 2023, environ quel pourcentage de PCI en Occitanie ont organisé des opérations de broyage ou mis en place une gestion différenciée ou intégrée des espaces verts? Donc chez vous, vous avez normalement 4 propositions qui s'affichent. Vous allez choisir eh ben, celle qui vous paraît la bonne. Et puis voilà, je vais laisser 30 secondes pour que tout le monde participe. Ah voilà, c'est très bien fait. On voit en direct les participations de tout le monde. Je vois aussi qu'on peut laisser des traces, ça j'ignorais, c'est une nouvelle feature, c'est intéressant. Allez, je donne encore 10 secondes aux dernières personnes. Peut-être Léo, je me permets euh, de
plus réagir aux éléments qui sont dans le chat. Je pense qu'il vous suffit de réactualiser le lien une fois que l'activité a été lancée pour pouvoir y accéder. Donc voilà, s'il y a encore des difficultés complémentaires, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat pour qu'on puisse y répondre. Oui, effectivement, merci Lucille. Je peux vous remettre le lien si nécessaire. Hop. En attendant, il y aura d'autres questions, donc on va passer à la réponse de la première question. Alors, eh ben, c'était la troisième possibilité qui était la bonne, donc 59%. Ah, et, je vois que voilà, on a eu un petit, ça a été un petit peu sous-évalué. Bon, on verra ça ensuite avec la présentation du RCCO. Je passe à la question suivante, la question numéro 2. En 2023, environ quel pourcentage d'EPCI en Occitanie avaient organisé des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire? Alors, encore, là, je repasse un peu sur le chat. J'espère que le lien euh, a fonctionné. Si vous continuez d'avoir des difficultés, dites-le nous. On voit que ça, voilà, ça marche plus vite que tout à l'heure, c'est bien. Je donne encore 10 secondes pour les dernières personnes, peut-être qui hésitent entre deux pourcentages. Alors, allons-y. Ah bah, je vois qu'on voilà, on a visé juste dans l'ensemble 41%, c'était la bonne réponse. On va pouvoir passer à la troisième et dernière question avant l'intervention du RCCO. Question numéro 3. En 2023, environ quel pourcentage des collectivités répondantes indiquent mettre de la matière sèche à disposition des sites de compostage partagés? Je vois que quelqu'un a répondu immédiatement. Une personne très confiante. Que 3 personnes. Tout à l'heure, je laisse 10 secondes pour terminer. Et voyons le résultat. Eh bien, la réponse était 59% et cette fois-ci, ça a été un peu surévalué, il semblerait. Donc, bah, je vous remercie d'avoir participé à ce petit quiz introductif. Maintenant, on va pouvoir voir l'évaluation globale. Je crois que ça marche comme ça. Oui, voilà. Bon, je vois qu'il y a, voilà, il y a quelques petites mises au point à faire, hein, mais pas de problème. Comme on disait plus tôt, hein, c'est pas du tout euh, un examen et il n'y a rien à gagner. On va pouvoir passer la main à Manuel. Je vais arrêter le partage. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc, ça va faire une présentation aussi d'une dizaine de minutes avant des questions-réponses. Au niveau de différents éléments que je vais présenter, il va d'abord y avoir une courte présentation du réseau Compost Citoyen Occitanie. Ensuite, un temps sur les chiffres sur la prévention des biodéchets. Quelques éléments de facteurs de réussite aussi avec un certain nombre de statistiques à ce sujet-là. Et enfin, différents leviers et perspectives pour la suite identifiée par le réseau Compost Citoyen national et Occitanie. Lucie, si tu veux bien passer, et puis on peut déjà passer à la suivante aussi. Alors, donc, le réseau Compost Citoyen Occitanie, c'est une association qui vise à fédérer et accompagner l'ensemble de la filière des biodéchets dans la région Occitanie. On est une équipe de 2 salariés, donc moi-même je coordonne le réseau et il y a Ciel Gaden-Copéo également qui y travaille. On travaille avec beaucoup de bénévoles, un conseil d'administration, et on est prioritairement accompagné par l'ADEME et la région Occitanie dans nos missions. On regroupe donc plus de 200 membres actuellement, dont beaucoup de collectivités et de PCI, mais également des entreprises, des associations et une centaine de particuliers. Très brièvement, au niveau de nos actions,
On a beaucoup d'actions de formation, ça a déjà été évoqué, formation des élus, formation des professionnels, des agents, accompagnement des personnes qui veulent créer un projet sur la thématique biodéchets, beaucoup de rencontres pour du partage d'expériences, des webinaires. Ouais. Ça rythme l'année, presque toutes les 2, 3 semaines, il y a un événement organisé par le RCCO maintenant. On crée aussi différents outils, des fiches techniques, réglementaires. On a un centre de ressources avec beaucoup d'éléments que vous pouvez télécharger, des outils pédagogiques, des outils d'exposition. On organise 2 grands temps annuels à destination du grand public, donc la quinzaine du compostage de proximité Tous au compost qui vient de se terminer au printemps et la fête du sol vivant à l'automne, plutôt sur les techniques de jardinage au naturel. On travaille sur le plaidoyer, l'observation de la filière et on travaille en lien avec les autres réseaux régionaux. Je ne vais pas revenir, enfin détailler ces éléments-là. Alors, pour voir un petit peu les chiffres sur les biodéchets qu'on va vous présenter. Alors, les chiffres sont quasiment tous issus de l'enquête détaillée sur les biodéchets qu'on a travaillé avec l'Ordéco et qui a été donc administrée plutôt en 2024 sur les données de 2023. C'est pour ça qu'on revient toujours sur 2023. Donc, on a profité de l'enquête collecte classique pour ajouter beaucoup de questions, pour faire un petit peu une photo à un instant de début 2024, où est-ce qu'on en est sur les biodéchets avec cette échéance de la loi AGEC. Donc, au niveau de la prévention, un des grands axes de la prévention sur les biodéchets, c'est évidemment la lutte contre le gaspillage alimentaire. Sur les 116 réponses qu'on a eues, on voit qu'il y a 41% des collectivités qui travaillaient sur le sujet en 2023, qui menaient des actions pour la lutte contre le gaspillage alimentaire, d'autres en réflexion, mais encore beaucoup qui ne travaillaient pas et qui n'envisageaient pas encore de travailler le sujet. Or, c'est vrai que pour limiter notamment les volumes de biodéchets à gérer en gestion de proximité ou en collecte, si on veut vraiment les réduire, des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire peuvent être très utiles, notamment dans tout ce qui est restauration. Et donc au niveau des actions qui sont réalisées, la plupart des répondants indiquent que c'est principalement dans les écoles maternelles ou primaires qui réalisent ces actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. Un petit peu, enfin quand même beaucoup aussi dans des collèges, un tiers dans des lycées, également dans des établissements médico-sociaux comme des EHPAD, un petit peu en crèche, etc. Vous pouvez voir les différents chiffres. Mais en tout cas, il y a très peu d'actions sur tout ce qui va être bureau d'entreprise, très peu d'actions sur ce qui va être hôpitaux, assez peu dans la restauration collective privée ou les commerces alimentaires également. Euh, pour les différentes actions qui ont été citées comme exemple, vous pourrez voir quand vous verrez la présentation, mais il y a beaucoup de diversité, des concours, des spectacles, des actions dans les cantines, de pré-découpe de fruits, des campagnes de pesée, des animations pédagogiques, proposer un catalogue d'animations à réaliser par des agents de la collectivité, un label pour les restaurants, enfin voilà, vous pourrez voir et vous inspirer de tout ce qui peut être fait. Autre axe de la prévention, ça va être tout ce qui va être la prévention des déchets végétaux. Pour ça, il y a plusieurs techniques. Il y a de la gestion intégrée ou de la gestion différenciée des espaces verts notamment qui permettent d'avoir moins de volume de déchets végétaux à traiter, que ce soit en gestion de proximité ou à déplacer en déchetterie ou autre. Au niveau des statistiques sur le sujet, sur la prévention des déchets végétaux, c'est encore un sujet assez émergent, même s'il y a des territoires pionniers dans la région. Et donc, assez peu de PCI répondants avaient mis en place des actions sur le sujet. C'est vrai que ce sont souvent des actions qui sont portées par les communes, puisque la gestion des espaces verts relève la plupart du temps de la compétence des communes. Mais il y a aussi un certain nombre de PCI qui proposent des formations, des animations à destination des services espaces verts des communes et des partenariats qui peuvent se mettre en place sur le sujet. Donc c'est encore un sujet à développer. Pour les solutions qui sont présentées, pareil, je ne vais pas m'étaler sur tout le détail, mais il y a des dispositifs d'achat de broyeurs, de location de broyeurs pour les particuliers, de soutien à la tonte mulching. Pour les services espaces verts, un choix spécifique des végétaux utilisés pour qu'ils consomment moins d'eau, qu'ils résistent aux sécheresses, qu'ils aient une croissance plus lente, ce genre de choses. Il y a des stands, des animations en déchetterie, dans les marchés ou autres pour sensibiliser les habitants. Enfin, il y a un grand panel d'actions sur ce sujet-là pour produire moins de déchets végétaux. Au niveau des facteurs de réussite maintenant sur le compostage de proximité, donc les grands chiffres du compostage de proximité ont déjà été présentés par Chloé tout à l'heure, issus de l'enquête collecte. Pour un petit zoom sur certains éléments phares pour bien réussir le compostage de proximité.
Un de ces éléments phares, c'est le fait d'avoir un réseau d'ambassadeurs, ambassadrices du compostage sur le territoire qui peut permettre aussi bien de réaliser des actions de gestion du compost, mais aussi pour développer la sensibilisation auprès de leurs pairs, pour animer un petit peu la vie autour des dynamiques citoyennes du compostage, qui sont un grand intérêt quand même du compostage de proximité. Il y a quand même beaucoup de collectivités répondantes qui ont un réseau d'ambassadeurs, ambassadrices du compostage qui indique avoir formé des guides, des maîtres composteurs, des référents de site aussi, plus de 150 personnes formées référentes de site a priori. Après, cette question méritera d'être un peu améliorée parce que tout le monde et toutes les collectivités ne mettent pas le même sens dans le réseau d'ambassadeurs du compostage. Donc, ce sera une piste d'amélioration pour une future enquête. Voilà. Autre facteur de réussite, la formation et la sensibilisation des habitants, parce qu'on sait bien que si on distribue juste un compost à un habitant en particulier, ou si on installe un composteur dans le quartier sans faire aucune animation de formation, de sensibilisation, il y a peu de chances que ce soit bien utilisé et finalement que ce soit une démarche pérenne. Sur les composteurs domestiques individuels, euh, les collectivités répondantes, pour un tiers à peu près, on parle bien d'une formation obligatoire pour s'assurer que les composteurs soient bien utilisés. Il y en a 22% qui parlent d'une formation optionnelle, mais encore beaucoup de collectivités qui ne donnent pas de formation, ce qui est quand même un risque assez important pour l'utilisation réelle du compost et notamment une bonne utilisation pour qu'il soit plus vertueux en termes de fonctionnement, pour éviter les émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc c'est une piste d'amélioration qui demande forcément un certain nombre de moyens derrière. Pour les composteurs en pied d'immeuble, quasiment toujours, il y a une formation pour le coup, parce que c'est vrai que c'est assez vite catastrophique si on installe un composteur au pied d'un immeuble sans aucune formation. Donc pour le coup, c'est peu surprenant que ce soit davantage obligatoire. Et au final, les collectivités ont donné des chiffres de près de 13 000 personnes formées dans la région dans le cadre de la mise en place des composteurs en pied d'immeuble, ce qui est assez considérable si on fait la somme. Sur les composteurs, oups, j'ai oublié de changer de nom. Le chiffre à gauche, c'est sur les composteurs de quartier, où il y a très souvent des formations obligatoires aussi, mais pas toujours. Euh, Parfois, peut-être que les plaquettes et les schémas explicatifs suffisent, enfin, sont considérés comme suffisants. Mais malgré tout, si on veut une bonne utilisation, il vaut mieux toujours avoir une formation. Et là, on parle de 4 600 personnes formées depuis le début du dispositif sur le compostage partagé de quartier dans la région. Et enfin, pour le composteur en établissement, lorsqu'il y en a qui sont mis en place, il y a de la formation obligatoire dans les trois quarts des cas et optionnelle dans un quart. Donc assez souvent, quand même, ça c'est mis en place. Autre facteur de réussite, il y a l'utilisation d'un logiciel de suivi des sites de compostage, parce que quand on multiplie les sites de compostage de proximité partagés, euh, pour avoir des chiffres sur les tonnages, pour bien s'assurer qu'il y a suffisamment de broyat ou ce genre de choses, l'utilisation d'un logiciel est assez pratique. Il y a à peu près un quart des collectivités qui en utilisent. Une partie d'entre elles utilisent Logiprox, d'autres Excel, d'autres des outils qui ont été créés spécifiquement par la collectivité. Voilà, tout simplement pour donner cet élément-là. Sur la question de la matière sèche, donc on a eu une question tout à l'heure. Est-ce que les collectivités mettent à disposition de la matière sèche pour les sites de compostage partagés? Il y a 59% qui le font, 41% qui ne le font pas, ce qui implique que les structures ou les habitants doivent se débrouiller pour trouver de la matière sèche, du broyat, récupérer des feuilles mortes sèches, etc. Ce qui rend leur action plus difficile. Et il y a quelques chiffres sur de quelle manière ils fournissent la matière sèche. Est-ce que c'est à la demande? Est-ce que c'est via des points de dépôt ou autre? Ça, vous pourrez voir le détail par la suite. Autre facteur qui permet de faciliter la réussite du compostage de proximité, c'est de mettre en place des partenariats pour les différents éléments finalement les différents leviers de réussite. Si on veut avoir à la fois de la matière sèche, si on veut avoir un réseau, si on veut travailler aussi sur les jardins, etc. La mise en place de partenariats peut être assez utile. Il y a un tiers des collectivités répondantes qui mettent en place des partenariats avec des prestataires ou autres pour réaliser des interventions ou des animations. Ça peut être parfois des très grandes entreprises, parfois des petites entreprises individuelles d'une personne, des SCOP, des associations, il y a des structures d'insertion, des ESAT, et aussi des partenariats avec les syndicats de traitement pour se partager les missions.
Et ces partenariats peuvent être sur vraiment tous les leviers finalement d'action de la prévention et gestion de proximité, parce qu'il y a des partenariats qui sont mis en place pour les études biodéchets ou d'implantation, pour la coordination de dispositifs, pour le suivi des sites, pour la fabrication spécifique de l'équipement, pour le broyage ou l'alimentation en broyat, pour les sensibilisations, pour la formation, pour la collecte. C'est assez divers et toutes les collectivités n'ont pas la chance d'avoir des structures qui sont disponibles pour réaliser ces animations ou ces partenariats, mais souvent une collectivité peut faire émerger finalement des prestataires potentiels en allant voir une association, une structure d'insertion ou autre à proximité qui pourrait se développer sur ces activités. Donc il y a pas mal de marge de manœuvre pour essayer d'avoir une dynamique de territoire encore plus intéressante. Enfin, quelques perspectives des grands leviers qu'on identifie au réseau Compost Citoyen sur le développement de la prévention et de la gestion de proximité, c'est déjà de mettre en place les bons moyens techniques pour le tri et la valorisation en s'appuyant beaucoup sur les échanges entre pairs pour savoir ce qui marche pas, aussi bien au niveau d'outils qu'au niveau de méthodes. Euh, et c'est pour ça qu'on réalise beaucoup notamment de rencontres départementales ou régionales au réseau ou que la région Occitanie en organise aussi en lien avec l'ADEME. Il y a l'enjeu de l'information auprès du grand public. On en a parlé tout à l'heure déjà sur le fait d'avoir une campagne nationale pour beaucoup développer la connaissance des enjeux et des obligations un peu partout. Mais les médias locaux aussi ont leur importance. Et c'est fondamental à la fois pour donner les bons gestes que pour rassurer sur les nuisances réelles ou supposées que peuvent apporter notamment le compostage pour que tout le monde soit au fait des bonnes méthodes. Il y a un gros enjeu de formation et de sensibilisation des agents et notamment des élus, on en a déjà parlé, mais aussi des référents de sites qui ont un rôle important à jouer. Il y a un enjeu à avoir sur la simplification et l'harmonisation des consignes de tri, euh, parce que le fait qu'il y ait des différences d'un territoire à l'autre, ça rend les choses compliquées à chaque fois qu'une personne déménage, quand elle va passer un week-end ou un séjour ailleurs, ce qui fait que les idées reçues se partagent beaucoup aussi par des consignes de tri qui diffèrent d'un endroit à un autre. Et enfin, il y a vraiment un enjeu sur les années à venir, sur le travail des réflexions sur les méthodes pour le changement des comportements, donc en travaillant avec les sciences sociales sur le sujet aussi, et sciences cognitives, etc., pour trouver les bons leviers, les bonnes méthodes, les bons messages à faire passer pour vraiment qu'on ait un changement structurel qui se mette en place sur les prochaines années. Merci beaucoup, Manuel. Une présentation très complète et vous laissez la parole. Si, toujours est-il, il y avait des demandes de précision ou des interventions, ça peut aussi être, si vous le souhaitez, faire un petit retour d'expérience. Bon, là, on voit connecté, il y a quand même des collectivités qui ont déployé le compostage de proximité, que ce soit individuel, que ce soit partagé. S'il n'y a pas de sollicitation d'intervention, on va laisser la parole à Lydie Nemoza pour, oui, sa présentation et en amont, un petit quiz également introductif qui permet un petit peu de se mettre en jambe sur ces focus. Voilà, on essaie de proposer une intervention dynamique. C'est vrai que le webinaire c'est jamais très simple, mais voilà, pour avoir un peu la sensation d'être quand même ensemble. Donc, n'hésitez pas, comme la dernière fois, à soit vous connecter avec le QR code, soit directement avec le lien. C'est le même que tout à l'heure, mais réactualisez-le. Et place au quiz. Je te laisse la parole, Léo. Merci, Naïma. Alors, on vous a renvoyé dans le chat le lien. Euh, Vous pouvez soit vous reconnecter pour ceux qui étaient partis, soit certains, je vois, ils sont restés. Donc, hop, moi, je partage mon écran. Voilà, je vois qu'on a des nouveaux participants, c'est très bien. Et je vais pouvoir lancer le quiz. Donc, cette fois-ci, quiz FNO OCMED.
Première question qui s'affiche parmi vous, parmi les répondants à notre enquête. Quel est le pourcentage des établissements touristiques ayant mis en place le tri à la source des biodéchets? Alors de votre côté, vous avez certainement le choix entre quatre pourcentages, tous au-dessus de 50%. Donc après, il va falloir faire un choix un peu subtil. Je laisse le temps aux personnes de répondre. Moi, j'espère que quelques personnes ont quand même pu aussi se connecter avec leur téléphone, avec le QR code. Allez, je vais laisser 10 secondes aux 19 participants restants qui hésitent entre plusieurs pourcentages. Je crois qu'on a 66%, 76%, 86% ou 96%. Allez, je vais passer à la réponse. Voyons voir. Donc la réponse, on avait 76%. Donc je vois que vous avez été un peu en dessous. On verra un peu plus approfondi ensuite dans la présentation. Passons à la question suivante, la question numéro 2. Quel est le principal frein à la mise en place du tri à la source des biodéchets exprimés par les établissements touristiques? Donc là, vous avez le choix entre le coût, entre les difficultés techniques, entre le manque d'accompagnement et entre le manque de motivation des clients. Toujours, si vous rencontrez quelques difficultés, vous pouvez les mettre dans le chat. Je vais donner encore 10 secondes pour nos derniers participants. Et voilà, allons voir la réponse. C'était le coût. C'était le coût, plus que les autres, hein, bien que peut-être nous le verrons dans la présentation, les autres c'est évoqué, mais le coût arrive en premier. Troisième question, troisième et dernière question de notre quiz introductif. Quel est le principal frein à la mise en place du tri à la source des biodéchets exprimés par les particuliers et ayant répondu à l'enquête? Les particuliers cette fois. Vous avez le choix entre le coût, le manque d'informations disponibles, le manque de solutions à disposition et le manque de motivation. Allez, comme tout à l'heure, je vais laisser 10 secondes aux 18 personnes restantes pour répondre avant de passer à la solution. Eh bien, voyons la solution. C'était le manque de solutions à disposition. Je vois que là-dessus, on a eu la majorité. Petit bilan, eh bien, je vous invite à écouter l'intervention de Lydie Nemosat de FNE OCMED et c'est la fin de nos quiz pour le webinaire. Merci Léo et merci Lucille.
Donc moi, je suis Lydie Nemosa, je suis animatrice fédérale à France Nature Environnement Occitanie Méditerranée. Et donc, je suis là pour vous présenter les deux enquêtes qu'on a pu mener en 2024. Je vais d'abord peut-être vous présenter rapidement mon association, puisque je ne sais pas si tout le monde connaît. Euh, Contrairement peut-être aux autres, on n'est pas focus vraiment que sur les déchets, on n'est pas des experts en enquête. Donc nous, on est une fédération d'associations sur l'ancienne région Languedoc-Roussillon, donc sur les cinq départements plutôt côté Est, et on travaille sur l'ensemble des thématiques liées à la nature et à l'environnement. Nos missions, c'est d'accompagner, d'outiller, de faire monter en compétence nos membres, essentiellement des associations, mais également des particuliers, de peser dans les politiques publiques en participant à tout un tas de commissions et d'instances, de faire respecter les lois environnementales, et puis voilà, d'alerter, d'être le porte-voix de nos associations, donc sur tout un tas de sujets, dont les déchets. Et en 2024, on s'est dit qu'on allait travailler sur cette thématique des biodéchets en lien justement avec l'évolution de la réglementation. Sachant, comme je dis, que nous, c'est pas notre cœur de métier, les biodéchets, ni le travail d'enquête. Mais voilà, à notre échelle, on s'était dit qu'on aimerait bien avoir des informations, notamment sur ces questions d'hébergement touristique, puisqu'en fait, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de données. Pourtant, les hébergements touristiques, pour certains, font partie de gros producteurs qui sont concernés en fait par l'obligation du tri à la source des biodéchets depuis un certain nombre d'années. Et donc pour ces enquêtes-là, on s'est fait accompagner, enfin en tout cas on a travaillé en étroite collaboration avec l'Ordéco, le RCCO et l'ADEME, donc que je remercie au passage. Comment s'est déroulée cette enquête? Donc le périmètre, je vous ai dit, nous, notre association, elle travaille sur les 5 départements de l'ancienne région Languedoc-Roussillon. Donc on a travaillé sur notre territoire. On a interrogé les acteurs du Gard, Lozère, Hérault, Aude et Pyrénées-Orientales. On a envoyé ça aux hébergements touristiques que sont les hôtels, les campings, des résidences de tourisme et des auberges de jeunesse ou centres sportifs. On a envoyé donc un questionnaire en ligne à plus de 1300 établissements qui ont eu donc entre avril et juin et fin juin le temps de répondre à notre questionnaire. On a été assez agréablement surpris parce qu'on a eu quand même 115 hébergements touristiques qui nous ont répondu, sachant que c'est un questionnaire qui était envoyé par FNE, donc ils sont peut-être moins habitués, voilà. Donc quasiment 10% de taux de retour. L'idée, c'est que on a bien conscience que nos enquêtes, donc celle-ci et celle que je vais vous présenter sur le grand public, il y a des biais, c'est pas forcément représentatif. Déjà, il y a un biais d'autosélection parce que les gens qui répondent, c'est peut-être des gens qui sont plus motivés et qui donc forcément vont faire plus le tri. C'est sûrement pour ça que pas mal de personnes se sont trompées la première question du quiz parce qu'en fait, ce sont les établissements touristiques ayant répondu à notre enquête. Donc forcément, je pense qu'il y a une surreprésentativité d'établissements qui font le tri. Voilà. Et puis, on a aussi une surreprésentation des campings. On verra, enfin c'est indépendant de notre volonté, hein, mais on verra ensuite qu'on a quand même beaucoup de campings qui ont répondu. Et donc, en plus de ces questionnaires en ligne, on a permis en fait aux établissements qui nous ont répondu de cocher une case, nous permettant de les recontacter. Donc, on a pu aussi organiser 18 entretiens semi-directifs. Donc les profils des répondants, je vous disais beaucoup de camping, 64% de camping, 23% d'hôtels et 11% de villes aux résidences vacances et puis seulement 1% d'auberges de jeunesse. On a une grosse majorité des établissements qui nous ont répondu qui sont situés en milieu rural. Puis on a fait une distinction aussi pour voir s'il y avait en fait pour ensuite voir s'il y avait des différences entre milieu rural, milieu urbain, mais aussi entre établissements situés plutôt sur le littoral ou plutôt en montagne. Donc c'est des données qu'on a recueillies pour voir ensuite si au niveau du tri des biodéchets ça pouvait avoir un impact ou pas. Et donc, nos résultats, ce que je vous disais dans le quiz, on a 76% des répondants qui ont mis en place un tri à la source des biodéchets. Et parmi ceux-là, c'est en fait 80% de gestion sur site et 92% de compostage.
ce sont surtout les biodéchets alimentaires qui sont triés. Et donc, ce que je vous disais, on a demandé où étaient localisés les établissements parce qu'en fait, on s'est rendu compte que, en tout cas, en termes de rural ou urbain, bah, ça avait un impact, hein, puisque 81% des hébergements implantés en milieu rural font le tri contre 55% seulement pour milieu urbain. Et on a aussi posé la question des labels, savoir si les établissements étaient labellisés et notamment écolabellisés. Et en fait, très clairement, le fait d'avoir un écolabel incite fortement, enfin, de toute façon, c'est dans les labels. Donc, on a 95% des hébergements écolabellisés qui ont mis en place un tri des biodéchets. On a aussi interrogé justement pour savoir si en plus de ce tri à la source, il y avait d'autres actions qui étaient mises en place. Et donc effectivement, il y a des établissements qui ont mis en place tout un tas de sensibilisation de leur clientèle à la lutte contre le gaspillage alimentaire, mais pas moins de 45%. On a des hébergements qui ont sensibilisé les clients sur le tri sélectif, donc là c'est plus de 80%, et puis pour la réduction des déchets également. Alors, ce questionnaire auprès des établissements nous a permis donc d'identifier certaines bonnes pratiques et certains freins, ou pratiques ou pas forcément bonnes pratiques, mais en tout cas, les retours qu'on a pu avoir, c'est que finalement, les établissements, pour la plupart, n'ont pas été accompagnés par la mise en place d'un tri à la source des biodéchets. Et on a eu certains cas justement d'établissements qui ont témoigné en fait avoir mis en place des solutions un peu euh, au doigt mouillé et qui finalement sont revenus en arrière ou n'ont pas, voilà, n'ont pas eu le résultat escompté. Donc ça les a un peu refroidis. Et la grande majorité sont très peu formés. Et sinon, l'autre pratique qui ressort pas mal, c'est que on a le compost qui est souvent utilisé sur place pour les plantations espaces verts ou potagers. Donc les freins, ce qu'on vous disait dans le quiz, c'est qu'effectivement, ce qui est ressorti en premier, c'était le coût. Le coût, de pouvoir mettre à disposition le tri, mais c'est aussi parce qu'en fait, pour beaucoup d'entre eux, c'est du temps salarié. Et c'est ce qui a marqué là dans l'espace commentaire des répondants, si vous arrivez à lire, c'est qu'en fait, on a eu pas mal de retours des hébergements touristiques qui nous ont dit, mais finalement, c'est la dernière des préoccupations du client. Ils vont pas faire forcément le tri. Et donc, nous, derrière, c'est du temps pour nous, en tant qu'établissement, en tant que salarié, d'aller retrier derrière. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui peut être chronophage et donc il y a un coût aussi pour l'établissement. En dehors de juste la mise en place aussi de, de, de la solution de tri. Et puis les autres commentaires, c'est par rapport au fait que pas forcément justement d'accompagnement de la collectivité sur laquelle l'établissement se trouve. Voilà, donc c'est ce qui a écrit là en 3 dans les freins, c'est le manque d'accompagnement extérieur. Qui peut être vraiment un frein pour ces établissements. Et puis, ce que je vous disais aussi, c'est qu'en fait, les freins, c'est qu'il y en a qui ont été justement par manque d'accompagnement, manque de formation, en fait, tester des choses qui n'ont finalement pas fonctionné et qui ont découragé. Voilà pour ce qui est des hébergements touristiques. Donc après, on s'est intéressé au grand public en se disant que ça pouvait être complémentaire, que nous, on questionne un petit peu nos réseaux, nos adhérents, pour voir en fait si les informations qu'on recueille sont complémentaires de ce qui peut être recueilli par justement les enquêtes faites auprès des collectivités. Et puis encore une fois, en termes qualitatifs, hein, avoir un petit peu des retours d'expérience. Donc là, toujours pareil, on est sur des particuliers interrogés sur notre territoire d'action, donc Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Lozère et Gard. Et toujours avec les mêmes acteurs, on a élaboré un questionnaire en ligne. Et on a pu donc interroger les gens sur les mois de juin et juillet 2024. On a eu 300 particuliers qui ont répondu au questionnaire et on a pu faire 16 entretiens semi-directifs. Donc là, ce qu'on a, c'est qu'on a des profils de répondants de 15 à 75 ans, toutes catégories socio-professionnelles confondues, et résidant dans les 5 départements d'études.
Après, le département de l'Hérault est très clairement surreprésenté. De fait, notre association a son siège à Montpellier. On a beaucoup d'adhérents dans l'Hérault. Donc, les personnes qui ont reçu en priorité, si vous voulez, le questionnaire, c'est des personnes qui séjournent dans l'Hérault. Donc là, encore une fois, on est conscient hein, que notre enquête, elle n'est pas forcément représentative, mais en termes qualitatifs, on a quand même eu des retours qui étaient assez intéressants et qu'on a pu partager aussi avec nos partenaires. On a plus de la moitié des répondants qui sont en milieu urbain. Et puis après, encore une fois, on a voulu faire voir s'il y avait un impact par rapport au lieu de résidence, notamment entre littoral et montagne. Et donc, ce qui ressort, c'est que les gens qui répondent à notre questionnaire, on a 73% des personnes qui ont mis en place le tri à la source des biodéchets. Et effectivement, comme ça a été dit plus tôt, hein, et donc ça recoupe les résultats déjà obtenus, c'est que c'est le composteur individuel qui est le plus utilisé, du fait de sa praticité, de la facilité et que c'est le plus adapté aux besoins des particuliers. Alors, on leur a demandé en fait s'ils étaient au courant que la réglementation avait évolué. Il y en a quand même 64% des personnes qui nous ont répondu qui ont dit qu'elles étaient au courant. Mais au final, si on regarde bien, 90% des personnes qui font le tri, en fait, elles le faisaient déjà bien avant. Mais vraiment bien avant. C'est pas du tout l'obligation du tri à la source des biodéchets pour les particuliers qui a vraiment initié le changement, en tout cas par rapport aux personnes qui ont répondu à notre enquête. Donc la disponibilité des solutions, en fait, c'est vraiment seulement 50% des personnes qui disent être informées des solutions qui sont proposées en fait par les collectivités autour de chez eux. Et sur les personnes qui trient pas, en fait, pareil, c'est des gens qui ont répondu, donc qui ont sûrement une certaine motivation, mais il y en a quand même 85% qui disent je trie pas, mais en fait j'aimerais bien le faire. Et si je le fais pas, c'est parce que pour moi, j'ai pas, on verra après sur la slide d'après, mais il n'y a pas forcément tous les leviers qui sont actionnés pour que je puisse le faire. Donc on voit aussi, je vous disais par rapport aux typologies de communes, toutes les personnes qui nous ont répondu qui résident en montagne font le tri. Et pareil, il y a un écart entre rural et urbain. Et donc la disponibilité des solutions proposées par la collectivité, c'est vraiment un facteur important aussi pour inciter au tri. Et donc, je vous disais, donc, pour les freins, c'était la question qu'il y avait dans le quiz, c'est effectivement le manque de solutions à disposition qui est le plus problématique pour les répondants, suivi du manque d'informations. Et aussi, ce qui est beaucoup ressorti, c'est trop loin. Ok, il y a une solution, mais en fait, moi, je ne vais pas faire 10 minutes à pied ou 5 minutes à vélo, ou c'est pas du tout sur mon trajet domicile, travail ou autre chose. Donc, en fait, je n'y vais pas. Voilà. Dans la pratique, encore une fois, on a des répondants qui n'ont pas forcément suivi de formation, qui sont pas forcément accompagnés et qui, en fait, c'est souvent le résultat d'une démarche personnelle, d'une motivation, en fait, personnelle. Voilà. Et là, vous avez encore tout un tas de commentaires qui ont pu être listés. Globalement, ce que je vous dis, nous, c'est plutôt quelque chose de qualitatif. Donc, tous ces commentaires, vous les retrouvez dans notre rapport. Et ce qu'on a voulu aussi avoir, c'est des témoignages. Donc, que ce soit pour les hébergements touristiques, Lucille, si tu peux passer à la... Voilà. En fait, vous allez retrouver sur notre page Internet, il y a un peu ce que je vous ai présenté là. On a des rapports assez communicants qui ont été faits, un peu infographiques avec les gros chiffres. Mais en fait, sur cette page, vous avez aussi accès aux rapports détaillés et à l'ensemble en fait justement des commentaires qu'on a pu recueillir et aussi des témoignages. Donc on a demandé que ce soit aux hébergements touristiques ou aux particuliers de témoigner. Et aussi bien les acteurs qui font le tri que ceux qui ne le font pas et qui aimeraient le faire. Donc voilà, vous retrouvez tout ça sur notre site internet et dans les rapports détaillés. Et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Un grand merci Lydie pour ton intervention et pour la présentation de ces différentes enquêtes. On va ouvrir les micros, laisser les participants poser leurs questions directement dans le chat.
si la présentation de Lydie nécessite des précisions ou des questions complémentaires. Voilà, et vous précisez qu'on avait vraiment souhaité, dans le cadre de ce webinaire, mettre à l'honneur aussi le travail, voilà, des acteurs du territoire, hein, que sont FNE, le RCCO, voilà, qui s'attachent aussi à produire de l'information. Donc, Lydie l'a bien rappelé, c'est en tout cas des périmètres d'enquête, voilà, qui sont ce qu'ils sont. Néanmoins, tout l'apport qualitatif, voilà, il y a toujours des enseignements très intéressants à en tirer. Et voilà, là, le lien avec le secteur du tourisme, sachant que la région est une des premières, si ce n'est la première région touristique de France, c'est des gros sujets et des gros enjeux pour notre territoire. Toujours pas de main levée, on vérifie. Bon, c'est que vraiment les présentations sont extrêmement claires. Dans tous les cas, voilà, on restera et les intervenants resteront disponibles si jamais il y avait des questions. On va poursuivre et peut-être du coup vous libérer un petit peu plus tôt que prévu. Et je laisse la main à Léo pour vous présenter la boîte à outils disponible en région. Merci Naïma. Alors la boîte à outils biodéchets, hein, peut-être que certains d'entre vous la connaissent déjà, peut-être que d'autres ne la connaissent pas. En tous les cas, elle évolue. Elle évolue, elle s'améliore. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est une petite capture d'écran de ce à quoi elle ressemble aujourd'hui. Donc dans un premier temps, ce qu'on a, c'est les centres de ressources. Donc l'Ordeco et le RCCO se sont déjà présentés, mais c'est pas une raison pour ne pas aller les consulter. Ils ont d'excellentes ressources, en particulier des cartographies du côté de l'Ordeco et des formations, des journées techniques du côté du RCCO. Vous avez aussi la librairie ADEME, donc aussi un grand centre de ressources sur lequel vous pouvez trouver des synthèses, des fiches techniques, des fiches retour d'expérience. Petit conseil, vous pouvez appliquer un filtre, le filtre biodéchets, comme ça vous avez d'afficher simplement les ressources concernant les biodéchets sur la librairie ADEME. Vous avez aussi à REC le centre régional gaz vert, on- principalement pour le sujet de la méthanisation. Euh, alors attention, je dois vous prévenir que les contacts ont changé. Alors simplement veillez à vous mettre à jour à ce sujet avec l'AREC. Euh, on a aussi Résoc. Résoc, le réseau des achats responsables en Occitanie, donc qui facilite la mise en œuvre d'une commande publique durable en Occitanie. Pareil, avec ce réseau, vous avez la mise à disposition de formations, de MOOC, et on reviendra d'ailleurs dans le troisième petit encart sur les documents clés qu'on peut trouver, hein, que ce soit via Résoc, via la librairie ADEME, etc. Et on a le réseau Compost Plus, qui est amené à étendre son champ d'action au-delà des biodéchets. Donc, il va, quant à lui, changer de nom bientôt, qui devrait s'appeler Réduc Plus. Deuxième petit encart, qu'est-ce qu'on a? On a Cyclope, donc le réseau des acteurs de l'économie circulaire en Occitanie. Et plus précisément, on a la communauté gestion des biodéchets. Donc, sur cette communauté, vous retrouverez aussi en soi une boîte à outils, hein, avec des fiches retour d'expérience. Vous retrouverez la FAQ biodéchets qu'on présentera un petit peu après dans les documents. Et, euh, et vous avez aussi des articles de capitalisation, hein, sur cette communauté biodéchets, des événements du biodéchet de Tours. Et à venir, comme vous voyez, de nouvelles fiches retour d'expérience sur les biodéchets, ainsi que des fiches techniques sur les solutions émergentes de gestion de proximité. Donc ça, c'était le dernier, c'était l'événement, la journée technique du dernier Biodéchet Tour. Donc voilà, la capitalisation continue. Et tout ça, ce sont des choses que vous pouvez retrouver dans la communauté gestion biodéchets sur Cyclope. Et donc quelques documents clés, donc comme je venais d'en parler, la FAQ biodéchets, à noter que euh, on est en train de la mettre à jour, donc ça, ce sera Naïma qui vous en parlera
plus approfondie sur la slide suivante. Donc voilà, chaque année, cette FAQ est améliorée avec les questions des collectivités et les réponses apportées par la DDPP, entre autres, et par un travail partenarial. Euh, Vous avez aussi un guide donc, sur le tri à la source des biodéchets disponible sur la librairie ADEME. Alors, c'est un document qui vise à synthétiser l'état de la connaissance autour des biodéchets, de leur tri à la source, des différents modes de collecte mis en œuvre dans les territoires, des outils employés, etc. C'est une véritable bible pour lancer la démarche. Vous avez aussi le guide de biodéchets et commandes publiques. Donc là, c'est le réseau RESOC qui la publie, mise à disposition par l'association Cinétique. Donc ce guide vise à aider les collectivités à intégrer la gestion des biodéchets dans leur spazer, dans le schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables. Et puis, ce qu'on peut citer aussi, c'est la FAQ en ligne du réseau Compost Plus, qui peut être un bon moyen de compléter la FAQ biodéchets et vice-versa. Et puis voilà, comme c'est indiqué, et comme je l'avais dit plus tôt, tout un tas de fiches Rex autour de l'appel à projet biodéchets lancé par l'ADEME entre 2019 et 2022. Si, voilà, si mes collègues voyaient quelque chose à ajouter, euh, c'est le moment. Sinon, je passe la main à Naïma pour présenter la mise à jour, l'actualisation de la FAQ biodéchets. Merci beaucoup, Léo. Donc, donc, la FAQ biodéchets, comme on l'appelle nous en Occitanie, voilà, c'est un document, comme le rappelait Léo, partenarial. Donc, vraiment, on a consulté l'ensemble des partenaires, donc ADEME, DREAL, DDPP. On a également, quand c'était le cas, sollicité les chambres régionales de l'agriculture pour des questions en lien avec le monde agricole. Donc, on essaie vraiment d'apporter des réponses aux questions qui avaient émergé dans le cadre de toute l'animation qu'on a lancée depuis 2023. C'est un outil évolutif. Donc, là, on vous propose à nouveau un QR code et Léo va mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez vous connecter. On vous propose donc un outil interactif, donc un klaxon, un board. Je pense que Lucille, est-ce que tu peux passer sur le document? Voilà, pour recueillir vos interrogations supplémentaires, vos demandes de précision. Hein. On est conscient que les réponses apportées à ce jour dans le cadre de cette FAQ peuvent nécessiter des actualisations, des précisions. On s'attache à chaque fois de renvoyer vers les textes réglementaires, mais on est conscient que c'est parfois compliqué à déchiffrer. Donc, sur certaines questions, on va s'attacher à un petit peu décrypter ou en tout cas à vulgariser les textes, notamment je pense sur le don, mais il y a pas mal d'autres petits sujets qui méritent précision. Donc, sur cet espace collaboratif, on vous rappelle qu'il va être ouvert. L'objectif pour nous, c'est de le laisser ouvert. On fera des communications ensuite par mail via la plateforme Cyclope. On va le laisser ouvert jusqu'au 15 juillet. Donc, jusqu'au 15 juillet, vous pouvez alimenter ce document. On vous rappelle les objectifs, les consignes pour pouvoir faire vos ajouts, le lien vers la FAQ actuelle qui se trouve en ce moment sur la communauté gestion des biodéchets. On l'a épinglée, elle est à la une. Donc ça, c'est la dernière version, la version 2024. Donc avant de poser votre question, c'est vrai qu'on vous invite, s'il vous plaît, à aller vérifier que le sujet n'a pas déjà été traité. Et si on revient sur l'espace collaboratif, donc sur le petit volet à droite de l'écran, vous pouvez en fait rentrer dans chaque grande section de la FAQ.
Donc, la partie introductive, définition des biodéchets du cadre légal. Ensuite, les actions de prévention et actions anti-gaspi. Ensuite, on va sur les thématiques de gestion de proximité, de collecte des biodéchets et de traitement. Transfert stockage, pardon, et enfin traitement. Donc, on vous invite, lorsque vous avez une question, à essayer d'identifier dans quelle partie se situe votre interrogation, et vous y ajoutez du coup un petit post-it avec le petit bouton plus pour faire votre participation. Donc, n'hésitez pas, si d'ores et déjà il y a des questions, si vous voulez prendre la parole sur ce temps d'échange vis-à-vis de cet outil. Peut-être vous rappeler également que cette FAQ, elle est complémentaire avec la FAQ que vient de présenter plutôt Léo, donc la FAQ du réseau Compost Plus, qui est en ligne sur leur site. Donc c'est vrai que comme on avait travaillé de manière partenariale également avec le réseau, on avait fait en sorte que les réponses soient complémentaires. Et vous précisez également que l'on réfléchit à une évolution. Donc pour le moment, cette FAQ, si vous l'avez ouverte, c'est un PDF, c'est un document numérique. On souhaiterait également en faire un document disponible sur le site Cyclope directement en ligne. Et ainsi, elle serait actualisable plus régulièrement et plus simplement. Là, pour le moment, les actualisations se font de manière annuelle, et donc c'est vrai que le temps qu'on réponde à votre question, vous avez déjà peut-être eu la réponse, puisqu'on a toujours un délai de quelques mois avant de vous faire un retour. Je laisse quelques minutes si jamais il y a des interventions, des demandes de précision sur l'ensemble de ce qui vient d'être présenté, que ce soit sur la boîte à outils, sur la FAQ ou sur les présentations. Et si d'aventure tout est encore très clair, on va continuer à dérouler et passer à la suite pour vous présenter nos actualités, les actualités du réseau sur la thématique biodéchets. Merci beaucoup, Naïma. Alors, nos prochains rendez-vous, que ce soit dans le cadre du Biodéchet Tour ou plus largement avec les différents réseaux et partenaires qui existent en région, vous voyez qu'il y a quelques bullet points, donc on s'attend à une dynamique de filière qui continue sur les mois à venir. Dès cet après-midi, il y a un autre événement qui est organisé à 14 h, un webinaire qui s'intitule Déconditionnement des biodéchets et qualité, de quoi parlons-nous? Il est mis en place par Green Creative et on aura la participation d'un de nos représentants à la LEM nationale. Donc, je vous invite, si ce n'est pas encore le cas et que le sujet vous intéresse, à vous inviter au webinaire de cet après-midi. En juin, on aura le 6 juin plus particulièrement une visite de l'unité de méthanisation Biométagri à Florenzac, qui est organisée par le CRGV. Le Save the Date a été envoyé hier et les invitations, les enregistrements pour les inscriptions se feront dans les jours qui viennent. Donc, restez bien connectés sur le site du CRGV pour pouvoir vous enregistrer et aller visiter l'unité de méthanisation qui s'accompagnera également d'un temps d'échange sur les dynamiques et les opportunités pour la filière méthanisation en Occitanie. Le 23 et 24 septembre prochain se tiendront les journées territoriales et réduction à Gignac, qui est organisée par le réseau Compost Plus. Comme l'a indiqué Léo tout à l'heure, le nom du réseau est amené à évoluer et donc il deviendra le réseau Réduire Plus. Donc là également, je vous invite à rester alerte pour vous enregistrer dès que les inscriptions seront ouvertes, mais vous pouvez dès à présent vous noter les dates dans vos calendriers.
Du côté du Biodéchet Tour 2025, on vous proposera cette année encore deux temps d'échange. Un premier temps d'échange en format webinaire sur le changement de comportement avec une date qui vous sera communiquée prochainement. Alors, ce choix du changement de comportement vient bien évidemment des besoins qui nous ont été communiqués. Et comme on l'a vu aujourd'hui dans les données et l'état des connaissances en Occitanie, on voit que c'est vraiment un levier important pour pouvoir continuer d'engager les territoires dans cette transition. Donc, on s'attachera à vous proposer des contenus spécifiques sur les approches sociologiques et cognitives qui accompagnent la mise en place du tri des biodéchets à la source. Enfin, on aura également une journée technique pour la gestion des biodéchets des professionnels et des assimilés, avec le souhait très fort de notre part de pouvoir le réaliser cette année. Néanmoins, étant donné les charges de travail respectives de l'intégralité des partenaires qui constituent la création du biodéchet Tour, on s'attend peut-être à ce que ce soit décalé à 2026. Là encore, on s'attachera à vous communiquer la date le plus rapidement possible. Et également sur cette thématique-là, ça fait écho à des besoins très forts de la filière pour traiter cette thématique donc professionnelle et assimilée qui ont des enjeux bien particuliers. Je vous invite également à rester connecté sur la plateforme Cyclope où on s'attache vraiment à mettre à disposition l'intégralité des événements sur la filière. Et je passe la main à Manuel pour pouvoir nous présenter la programmation très complète du RCCO. Merci beaucoup. Bon, c'est uniquement la programmation sur les prochains mois parce qu'il y a encore évidemment d'autres événements sur la toute fin d'année. Mais pour les prochains mois, il y a un grand nombre de formations organisées par le RCCO. On a 4 formations à destination des élus et des autres décideurs, décideuses publiques. Ça peut être des responsables, des directeurs, directrices de services ou autres. Ces 4 formations, il y en a une qui est à Cahors, une à Toulouse, une à Perpignan, à Montpellier, dans l'idée que toute personne dans toutes les structures, vous invitez au maximum des élus pour participer. C'est une formation d'une demi-journée qui est gratuite, qui permet aux élus d'avoir un petit peu, ou alors une mise à jour, ou alors une découverte des enjeux et des solutions sur les biodéchets. On parle beaucoup forcément de prévention et de gestion de proximité, mais on parle aussi des solutions de collecte. Et donc l'idée, c'est voilà, de sensibiliser davantage les élus qui sont un public assez difficile à toucher pour nous. On a aussi des formations plus à destination des agents ou des professionnels ou autres, avec la formation sur la prévention et la gestion des déchets végétaux qui est le 10 et 11 juin à Toulouse, et la formation sur la réalisation d'animations sur la thématique du compostage le 26 et le 27 juin à Montpellier. Pour la formation animation, il y a aussi une formation prévue à Toulouse en fin d'année. On la fait toujours 2 fois dans l'année parce qu'elle a beaucoup de succès, que ce soit pour les agents, pour les associations qui font de l'éducation à l'environnement ou autres. Donc ça, c'est pour les formations des prochains mois. Il y aura aussi une nouvelle formation sur l'animation de réseau pour le compostage de proximité qui va être lancée à l'automne à Montpellier. Au niveau des autres formations qui sont plutôt avec le rond vert, c'est des formations réalisées par nos partenaires. Donc, elles ne sont pas gratuites pour les membres du RCCO. C'est directement les Mains sur Terre, Humus Associés ou Composton qui les organisent. Alors que les formations avec le rond rouge sont gratuites pour les membres du RCCO et gratuites pour tous pour les élus. En plus de ces formations, on organise un webinaire sur le compostage en résidence ou en pied d'immeuble le 1er juillet euh, pour ce qui est du RCCO. On a notre assemblée générale le 11 juin à Narbonne qui peut être l'occasion, notamment sur la matinée, de venir découvrir un peu mieux nos actions, les actions réalisées, les perspectives de l'année à venir. Donc, si vous n'êtes pas encore membre, on a choisi un endroit assez central pour permettre de faire découvrir le réseau. On a une formation à l'automne sur les jeunes pousses pour accompagner à la création de structures associatives ou entreprises sur la thématique des biodéchets. Donc, si vous connaissez des personnes qui sont intéressées pour se lancer, n'hésitez pas à leur en parler. Et enfin, une toute nouveauté du réseau Compost Citoyen Occitanie, c'est le lancement des rencontres départementales, où on organise la toute première très bientôt, le 27 mai, dans le Gard. Et donc, il y a pour but que toutes les structures du Gard, que ce soit des entreprises, des associations, des collectivités, puissent venir pour se connaître,
Il y aura un temps technique sur la question de l'éducation, enfin de la sensibilisation des plus jeunes sur les biodéchets, mais aussi un temps vraiment réseau pour mieux connaître les outils, diffuser les contacts et que les personnes du département se rencontrent et se connaissent mieux. La deuxième sera le 11 septembre dans les Pyrénées. Les suivantes, ensuite, vous pouvez déjà savoir que dans les Pyrénées-Orientales, ce sera le 7 octobre et pour le Gers, je crois que c'est le 15 octobre, si je ne me trompe pas. Donc, c'est les quatre premières qu'on réalise cette année et l'idée, c'est sur 3 ans de faire l'ensemble des départements de la région pour avoir vraiment un temps focus sur les biodéchets dédiés aux acteurs de chaque zone. Voilà, il y aura d'autres rendez-vous à l'automne et évidemment l'année prochaine. Et entre-temps, on va réaliser un certain nombre d'outils. On développe encore des sites de compostage vitrine dans toute la région pour qu'ils puissent servir d'exemple pour toute structure qui voudrait se lancer dans le compostage de proximité. Et on a tout un tas d'autres actions encore que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Voilà pour les prochaines dates. Merci beaucoup, Emmanuel. Je laisse peut-être quelques secondes pour toute question ou demande de précision sur la programmation des mois à venir. N'hésitez pas à mettre ces éléments-là dans le chat ou à lever la main directement si ça venait soulever des questionnements chez vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me dire qui se passe dans le chat, mais si ce n'est pas le cas, je vous propose qu'on enchaîne sur vos contacts côté région Occitanie et côté ADEME Occitanie. Côté région, c'est probablement une carte que vous avez déjà vue par le passé. Donc, vous avez Carole, Naïma, Priska, Benoît, Bruno et Karine qui vous accompagnent, qui sont vos points de contact. On a précisé également les spécificités thématiques de chacun des acteurs sur le territoire. Comme ça, vous avez une bonne vision de ce sur quoi chacun est spécialisé. Donc, on est vraiment sur une continuité de vos points de contact côté région. Vous avez également, juste en dessous de la carte, le lien vers toutes les aides que la région met à disposition. Côté ADEME, pour ceux qui ne me connaissaient pas, j'ai pris le relais de Véronique Madvon, qui était votre point de contact depuis de nombreuses années sur cette thématique-là. Véronique est partie en retraite et donc je prends le relais côté ADEME sur, on va dire, être point de référence technique sur le sujet. Mais sur l'intégralité du territoire, vous avez ici la carte actualisée de vos points de contact, puisque Véronique était également référente sur 2 départements. Donc, vous avez Lucie et Sandrine qui ont pris les relais. Donc, bien évidemment, ces informations seront, avec le webinaire, mis à disposition sur la plateforme Cyclope pour que vous puissiez contacter vos interlocuteurs sur chacun de vos départements. Je tiens juste à préciser que une de nos collègues, Charlotte, qui était malheureusement en arrêt maladie, revient dès le 9 mai au sein de nos équipes. Donc, sur le 11 et le 30, vous pourrez tout bientôt avoir un contact direct avec Charlotte. Donc, il me reste à vous remercier de votre attention et je laisse peut-être la main à Léo ou à Naïma, excusez-moi, pour un dernier point sur le questionnaire de satisfaction. Je vais reprendre la main et j'en profite également pour répondre à la question donc sur de qui se rapprocher pour les journées territoire et réduction, donc le 23 et 24 septembre à Gignac. Donc elles sont organisées par le réseau Compost Plus, qui va devenir sous peu le réseau Réduire Plus. Vous pouvez trouver l'information directement sur leur site internet, les contacter via le site internet. Dans tous les cas, à ce stade, c'est juste sur un save the date, ils n'ont pas encore partagé de programmes détaillés, donc n'hésitez pas à les contacter. Et nous, bien évidemment, via la plateforme Cyclope, on se fait le relais de ces journées dans lesquelles il y aura toujours des temps dédiés à la question des biodéchets, voilà, qui était vraiment le cœur de métier du réseau traditionnellement, qui maintenant va ouvrir et élargir ces thématiques.
Donc, si on revient sur le dernier slide, donc on est très euh, habitué au QR code, mais ça nous permet en fait d'avoir vos réactions en direct. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à remplir le questionnaire de satisfaction. Il est très court et vous verrez que nous avons également prévu une petite page pour un appel à manifestation d'intérêt pour vous solliciter, les acteurs de la filière et les collectivités, sur votre intérêt à participer à des prochains événements, à être hôte de prochains événements en termes de visite de sites, etc. Voilà. Pour connaître aussi vos souhaits d'engagement, d'implication, de montrer à avoir les solutions que vous avez mis en œuvre. Voilà, au-delà, nous, bien évidemment, des solutions qu'on repère avec un travail de suivi, de veille et à travers également les dossiers que nous sommes en mesure d'instruire dans nos services, que ce soit côté ADEME ou côté région. Donc, merci beaucoup pour votre participation. On se libère plus tôt. On reste bien évidemment disponible pour répondre à vos questions. L'ensemble des documents qui ont été présentés aujourd'hui, ainsi que le replay, sera disponible sur Cyclope. Et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci beaucoup.